Salut tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture. Nous nous retrouvons encore une fois pour un épisode en compagnie de membres du club du coin lecture. Oui, alors je suis le seul à avoir une caméra ce coup-ci. C'est ainsi, mais vous avez vu, il et elle ont toutes les trois de très belles images avec leur pseudo qui les accompagne. On a pris en compte vos retours. L'émission ne cesse de s'améliorer. Et sans plus attendre, voilà mes invités de ce mois-ci. Alors d'abord, nous avons Ellie Atria. Ellie, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui es-tu? Présente-toi succinctement. Je m'appelle Ellie, j'ai 30 ans. Je lisais beaucoup jeune. J'ai arrêté pendant longtemps parce que lire et travailler, ça marchait pas ensemble. C'est tout ou rien, donc ça marchait pas. Et j'ai découvert les livres audio récemment, ce qui fait que je peux faire tout et tout. Donc j'ai recommencé. Quel plaisir, formidable. Et qu'est-ce que t'aimes lire d'une façon générale ou qu'est-ce que t'aimes écouter du coup d'une façon générale? Je croyais avoir un style et cette année je me rends compte que pas du tout, donc en fait je saurais pas répondre. J'ai essayé que des trucs différents et j'ai tout aimé. Ok, très bien, éclectique, formidable. Ensuite nous avons Mist en bas à gauche. Bonsoir Mist. Bonsoir. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, donc Mist, j'ai 40 ans. Moi je lis depuis que je sais lire, je lis beaucoup, alors moins ces dernières années parce que la vie, parce qu'un enfant, parce que le travail, tout ça. Mais quand même, je lis quand même beaucoup. Est-ce que j'ai un style de prédilection? Je lis pas mal de fantastique au sens large, de fantasy fantastique, mais pas seulement. J'aime souvent les classiques anglo-saxons, j'ai remarqué. Donc Jane Eyre, Jane Austen, tout ça, mais pas que. Hein. En ce moment, je lis Jane Eyre là, dans le cadre du coin lecture spécial classique. Et mon avis a évolué parce que pour l'instant, ça a été un petit peu difficile, Jane Eyre, et Mist aime beaucoup Jane Eyre. Et du coup, on a eu quelques échanges avec un peu d'incompréhension. Je commence à arriver à la fin, je commence à comprendre. Et donc enfin, nous avons Heimdall en bas à droite. Heimdall, bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est Heimdall, j'ai 26 ans. J'étais un lecteur avide quand j'étais petit, qui a un peu arrêté la lecture ces dernières années. Et j'ai redécouvert la lecture cette année avec toujours autant de plaisir. J'aime beaucoup les classiques. J'ai de la nostalgie pour tout ce qui est fantasy, mais j'ai découvert la SF cette année et j'aime bien. Je ne connaissais pas, mais j'aime bien. Je tolère. Tiens, est-ce que t'as, je te prends un peu par surprise, mais est-ce que t'as un classique préféré? Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Oh, ok. Ça, c'est une très bonne réponse. Tu m'aurais répondu Germinal, parce que on n'est pas d'accord. Ok, bon, bah écoutez, c'est cool. Bon, bah des profils différents, mais pas si différents que ça. En fait, c'est surtout, là, ce qui est surtout intéressant, c'est en termes d'âge, on est bien répartis, je trouve, entre 25 et 40. Ça va être intéressant, parce que là, on va parler d'un livre qui est quand même bien young adulte, mais je vais reprendre mon texte, ça va être plus simple parce que je sens que si j'essaye d'improviser, ça va être la merde. Donc aujourd'hui, on va parler des Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, suggéré par The Bad Pitch. Merci à elle, il me semble que c'est elle. Et avant d'en parler, bien sûr, on va lire bien sûr, on l'a pas fait le mois dernier et c'était une très mauvaise idée. Donc on va lire le résumé sur la 4e de couverture et rassurer les gens sur le fait que nous allons soigneusement éviter les gros spoilers de l'intrigue. Parce que c'est un livre à suspense, il y a des grosses révélations, on ne parlera pas des grosses révélations. Et les 4e. Iris Hollow, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses deux sœurs et elle ont disparu 1 mois durant. Un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Grey, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Les lecteurs friands d'étrangeté seront charmés, nous dit Publishers Weekly. Un conte de fées moderne foisonnant au trouble rebondissement, nous dit Kirkus. Eh ben écoute, on est toujours ravis d'avoir l'avis de Kirkus. C'est une traduction de Lilanor. La couverture, qui est tout à fait magnifique, a été faite par... Waouh, je vais jamais savoir comment ça se prononce ça. Écoute Aidogdu. Bien, la façon dont nous allons aborder le livre, chacun d'entre nous s'est vu attribuer 2 points sur lesquels tout le monde pourra réagir évidemment le moment venu. Heimdall va commencer par nous parler d'Iris, parce que c'est la protagoniste. Ellie va ensuite nous présenter ses sœurs, Vivi et Grey. Je vais vous parler de Kate, et Mist va vous présenter Taylor, parce qu'on n'a pas fait exprès, mais on a tous des personnages, ce qui est tout de même formidable. Et ensuite on va parler des gros points forts du livre. C'est Ellie qui va commencer après, dans un deuxième temps, en nous parlant de l'ambiance, parce que d'après moi c'est le gros point fort du livre. Heimdall va ensuite nous parler de la
la dimension mystérieuse de l'intrigue, Myst du féminisme dans le roman, et comme souvent, je ferai l'oiseau de mauvais augure et on parlera d'un point faible d'après moi, le fait que beaucoup de questions demeurent sans réponse à la fin du livre. Bon bah du coup, Heimdall, tu as la parole, quand tu veux. Iris, comme on a dit, la plus jeune des sœurs Holo, la seule qui n'ait pas encore quitté la maison familiale puisqu'elle a 17 ans, et c'est un personnage qui est à la fois très proche de ses sœurs et de sa mère, ce qui du coup crée des conflits vis-à-vis aussi de la relation des deux autres sœurs avec leur mère. Donc tout le roman est raconté de son point de vue, elle est à la fois le personnage principal et la narratrice. Sa caractérisation évolue beaucoup au cours du roman, c'est sûrement celle qui évolue le plus. Au tout début, c'est un peu le cliché, j'ai trouvé, de l'héroïne de roman young adult. Elle a 17 ans, elle est belle, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, qu'elle et ses sœurs sont belles. Elle est gentille, sportive, bonne élève. À un moment, Vivi l'appelle Mademoiselle Parfaite, et je trouve que ça résume assez bien le personnage. J'ai eu un peu du mal à lui trouver un défaut caractéristique, à part le fait qu'elle manque de confiance en elle. Donc dans la partie au début du roman, c'est pas toute la première partie, mais il y a beaucoup de passages qui sont au lycée, et j'avais un peu peur qu'elle se perde dans cette caractérisation d'Iris, la gentille petite lycéenne. Mais le roman m'a fait une bonne surprise parce que très rapidement on change d'ambiance et de décor, et en parallèle on en apprend un peu plus sur la relation d'Iris avec sa mère, avec ses sœurs, sur son passé, sur les événements étranges dans sa vie et comment elle y fait face. Et là on commence à avoir une Iris qui se distingue un peu plus, notamment de ses sœurs. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi dans le roman, c'est que les trois filles sont très étranges. Elles sont considérées comme étranges par les autres, mais elles ont aussi un pouvoir d'attraction qui est un peu surnaturel sur les autres. Et là où Grey en joue et Vivi essaye de s'en débarrasser, Iris, elle veut juste passer inaperçue, être une adolescente normale. Ouais, elle le subit plus qu'autre chose, ce pouvoir-là. Bah, c'est aussi une grosse différence qui vient de ce pouvoir lui-même. Il n'a pas la même influence sur elle que sur ses sœurs, donc elle le vit pas de la même façon. Donc là, il y a quelque chose de logique. Elle veut pas juste être une ado normale parce qu'il faut qu'elle soit une ado normale. Il y a une raison pour laquelle elle est pas comme ses sœurs. Mais par rapport aux autres personnages, j'ai trouvé que du coup, elle restait très neutre. Elle s'efface beaucoup derrière la personnalité et le caractère plus prononcé d'autres personnages, que ce soit ses sœurs ou Tyler. L'un des exemples qui vient, c'est que même quand elle prend des initiatives, par exemple, à un moment, elle et Vivi vont dans un club privé. L'idée de s'y introduire, elle vient d'Iris, mais elles ne peuvent y arriver que grâce à Vivi, et une fois arrivée à l'intérieur, c'est Vivi qui mène la conversation, qui mène la danse. Et c'est ça assez souvent dans le roman. Ouais. Mais en soi, c'est cohérent. Moi, je trouve que c'est justement, Crystal Sutherland a réussi à bien équilibrer sa protagoniste dans le sens où, effectivement, elle est plus neutre que la plupart des autres personnages. Au départ, j'avais la même peur, mais je crois que la plupart des membres du club, enfin, beaucoup en tout cas de membres du club ont eu la même peur, qu'on se retrouve avec un personnage très neutre et très basique et très tiède, quoi. Et je trouve qu'elle a très bien réussi à faire un personnage qui soit quand même tiède, parce qu'il faut, un peu à la Harry Potter, un personnage qui soit suffisamment tiède pour qu'on puisse s'identifier, mais quand même pas une chiffre molle, quoi. Surtout que, on en parlera tout à l'heure, mais surtout que les autres personnages sont très fortement caractérisés. J'aurais eu beaucoup de mal à m'identifier à Grey ou à Vivi, donc qu'elle soit un peu plus... Comment dire, que ce soit un personnage plus proche d'une personne lambda, ça aide. Bah, du coup, fait intéressant, à la base, le personnage de Vivi et d'Iris était inversé. Le personnage principal avait le caractère de Vivi. Et comme c'était compliqué de s'identifier et que ça faisait des loopholes dans son histoire, elle a complètement échangé les personnalités et Iris a eu la personnalité qu'elle a maintenant. Elle a très bien fait parce que je pense que Iris en personnage secondaire aurait été extrêmement chiante. Je pense Carrément. aussi. Je trouve que tous les personnages sont quand même bien écrits, quoi. Donc Iris aussi, oui, ils sont tous quand même plus complexes que ce qu'on peut penser au premier abord. Ils sont quand même développés, quoi. Iris, elle continue à grandir, surtout vers la troisième partie du roman. Dans les deux tiers, elle suit un peu plus ses sœurs, surtout Grey. La dernière partie, elle est toute seule ou quasiment, ou en tout cas, c'est elle qui sait ce qui se passe et c'est elle qui guide. C'est elle qui prend des initiatives. Et là, on a un personnage qui trouve sa force, qui trouve de l'énergie et plus de confiance en elle quand elle revient à la toute fin. Parce que le livre boucle la boucle. Il y a un court passage qui revient au lycée à la fin. On a la nouvelle Iris et on voit que c'est plus le même personnage. C'est pas un changement complet, mais elle a gagné quelque chose. Ouais, ça c'est très classique, mais ouais, c'est un changement. Enfin, voilà, c'est un arc, c'est son histoire. Elle a complété son arc et du coup, elle revient, elle revient là où elle a commencé, mais c'est une personne différente. On va passer à Ellie pour la caractérisation des sœurs Vivi et Grey.
Comme disait Amdal, Iris est très neutre et l'auteur a fait complètement autre chose pour les deux autres sœurs. Celle du milieu, Vivi, c'est une rockstar grudge qui passe sa vie en tournée dans les scènes un peu souterraines, qui a son public, qui est pas forcément ultra connue, mais qui est très connue dans un public spécifique. C'est la nana qui est tatouée de partout, qui vit sa liberté à fond, qui toutes les soirs a une nana différente, qu'elle les choisit plus belles les unes que les autres. Le maître mot pour Vivi, c'est liberté, je fais ce que je veux et je m'amuse. Elle a son petit groupe avec lequel elle a l'air de super bien s'entendre. Et pour le coup, elle est rarement à la maison, mais quand elle y est, ça se passe bien. Elle s'entend très bien avec Iris et elle s'entend très bien avec Kate, leur mère du coup. Et Vivi et Iris ont une tendance à un peu, pas qu'un peu dans le cas d'Iris, aduler leur grande sœur. Et du coup, on peut en venir à la grande sœur en question, Grey, qui est peut-être, de mon point de vue, le personnage le plus caractérisé de tout le livre. Ouais, entièrement d'accord. Et je pense qu'elle a autant d'évolution qu'Iris dans l'histoire. Entre les deux premiers tiers où on la voit quasiment pas, on la voit uniquement par le prisme de ses sœurs. Tout ce qu'on sait de Grey, c'est ce qu'en pensent ses sœurs. Et là c'est bien, là c'est malin parce que du coup elle a disparu, donc elle la cherche. Et du coup, effectivement, on apprend à la connaître en creux, quoi. Et rien que dans ces deux tiers là où on la voit que par les sœurs, on la voit d'abord vraiment comme une personne géniale, inventive, créative, qui a mis son nom dans le monde entier avec sa marque. Elle a la maison au lot. Elle est vraiment merveilleuse, incroyable, magique. Et ses petites sœurs ne jurent que par elle, même quand elle était petite. Elle s'était toujours dans sa chambre pour lui piquer ses affaires. Enfin, vraiment, c'est la femme merveilleuse. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est surtout la femme qui ne recule devant rien pour avoir ce qu'elle veut, pour défendre ses intérêts et les intérêts de ses sœurs. C'est une serpentard. Ah, c'est une serpentard costaud. Et oui, elle reculera devant rien, quels que soient les intérêts. Et vraiment, c'est montré même assez tôt que s'il faut causer la mort de quelqu'un pour défendre les intérêts de ses sœurs, elle n'hésitera pas une seule seconde, même si ça apporte pas grand-chose que la personne meure. Là, c'est pas du tout du spoiler, parce que pour le coup, c'est le prologue, sauf erreur de ma part. Il me semble, et puis c'est aussi ce moment où Iris raconte un petit peu ce qui lui est arrivé avec ses pouvoirs, le fait qu'elle les maîtrise pas, et qu'elle elle le subit plus qu'autre chose. Et effectivement, Grey intervient à ce moment-là et envoie le mec aller voir ailleurs si elle y est. Et et voilà. Là, il y a vraiment un début d'évolution où on se rend compte que elle a pas de pitié. Elle passe vraiment de quelqu'un de merveilleux à quelqu'un sans pitié. Et en fait, elle va vraiment continuer sur cette pente-là. Et plus on en apprend sur elle, plus on se dit, ok, elle est mystérieuse et passionnante. Qui sait, je veux savoir. Mais au début, peut-être qu'on avait envie de l'apprécier, mais de moins en moins en avançant le livre. Et l'histoire du petit doigt, personnellement, m'a fait me dire, ok, elle, je vais pas l'aimer quand on va la rencontrer. Moi, je me suis méfié de Grey extrêmement tôt dans le livre, parce qu'effectivement, elle est décrite... alors au départ, tu te dis, c'est le point de vue de la petite sœur. C'est le point de vue de la petite sœur, donc forcément, elle est décrite comme étant parfaite, géniale, admirable. Et puis, tu te rends compte qu'il y a... Tu sais, dans la mesure où tu sais qu'elles ont un pouvoir hypnotique, tu te demandes dans quelle mesure il n'y a pas de l'hypnose là-dedans, de la manipulation. Et plus ça avance, plus tu te dis, ouais, sa disparition à Grey, peut-être qu'elle l'a cherché. Ça... tu sais, tu mets un moment avant on parlera de toute la dimension mystère plus tard, mais ouais... C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, mais on se doute bien qu'elle l'a provoqué d'une manière ou d'une autre. Ouais, voilà. On va éviter de spoiler, parce que du coup, vu qu'il y a une disparition, il y a un mystère, et s'il y a un mystère, on va pas parler de la résolution. On parlera de la résolution demain en live, n'est-ce pas, sur Twitch, mais pas ici. Donc ouais, Grey est un personnage fascinant. Et puis c'est un personnage qui s'entoure volontairement de mystère. Elle fait toute son image sur le mystère. Et à côté de ça, on sait qu'elle a une histoire d'amour un peu dès le début. Et c'est presque sa seule faille. Elle est amoureuse dans un sens de la seule personne qu'elle contrôle pas. Je vais enchaîner avec Kate, parce que donc Kate est la mère d'Iris, Vivi et Grey. Et ouais, elle a super mal vécu évidemment leur disparition quand elles étaient plus jeunes. Elle l'a beaucoup moins mal vécu que leur père, parce que leur père s'est suicidé suite à la disparition et à la réapparition de leur fille. Et ça, c'est très intéressant parce que très tôt, l'autrice commence à distiller l'idée qu'il y a un problème avec les trois gamines. Que le père, en retrouvant ses trois filles, s'est dit qu'il y avait un problème qui l'a poussé jusqu'au suicide. C'est difficile de développer sans spoiler, donc je vais pas... Mais voilà, pour vous donner une idée de l'état de détresse dans lequel retrouver ces filles, avec quelques différences, c'est-à-dire que quand elles sont revenues, elles ont des dents de lait qui ont repoussé, elles avaient les cheveux blancs alors qu'elles n'avaient pas les cheveux blancs avant. Et c'était quoi la troisième différence? C'était les yeux, non? Les yeux, ouais. Ils sont noirs alors qu'elles étaient brunes aux yeux bleus avant.
Voilà. Et du coup, le père a viré fou et il a pas reconnu ses filles et ça l'a poussé au suicide. Et Kate, qui a été mon compas moral dans l'histoire, Kate est mon personnage préféré dans le livre. C'est pas celle qui a la plus grosse caractérisation. Elle a un arc, elle aussi. À la fin, elle accomplit quelque chose dans son propre cheminement en tant que personnage. Pour moi, c'est mon personnage préféré parce que elle a une incroyable force de maman. Et ça dit quelque chose du personnage de Grey aussi. Mais peut-être que je vais finir une phrase avant de commencer une autre. Elle sent qu'il y a un problème avec ses filles, mais elle décide de passer outre. Elle décide de continuer à les élever. C'est bizarrement dit, mais comme si c'était ses filles. C'est-à-dire que très tôt, on se rend compte qu'il y a un problème et qu'elle ressent la même chose que son mari. C'est-à-dire, il y a un truc qui cloche avec mes filles. Il y a un problème avec Iris, Vivi et Grey, notamment surtout avec Grey. Et je crois que c'est pour ça que Grey, je l'ai pas senti très tôt. C'est que Kate, qui est vraiment au petit soin pour ses enfants, qui vraiment pas surprotège, mais protège très fort Iris. Kate a viré Grey de la maison. Et là, je me dis, ok, pour qu'un personnage comme Kate, qui est vraiment décrit comme la super maman, on arrive à virer sa propre fille de chez elle, c'est que Grey doit avoir une part d'ombre, quelque chose de concret. Si je peux intervenir à ce niveau-là, ça reste un roman qui est pour fin d'adolescence, début d'adulte. Et à ce moment-là, un parent aussi protecteur, c'est pas un personnage positif. C'est un moment où on a envie de s'émanciper et elle est pas vraiment... Du coup, si on se place dans l'âge lecteur normal, elle est plus montrée comme la maman cinglée qui passe son temps à surprotéger Iris au point d'avoir un tracking sur son téléphone et que s'il s'éteint 4 secondes, elle pète un câble. Du coup, le fait qu'elle ait mis une des filles dehors, ça peut soit être « Ok, c'est la fille qui a un problème », soit la mère a pété une durite. À ce moment-là, ça laisse vraiment encore le doute sur ce qui se passe. Vis-à-vis d'Iris, c'est plus que protectrice, c'est possessive. Il y a quelque chose de fusionnel qui est pas forcément très sain entre les deux. Elle a 17 ans, l'an prochain elle doit partir à la fac. Elles ont regardé comment est-ce que la mère de Grey pourrait changer d'emploi pour suivre sa fille à la fac. Cette relation-là, entre Iris et Kate, elle est pas forcément très saine non plus. Je suis d'accord, mais dans une certaine mesure seulement, parce que elle a vécu le traumatisme d'avoir perdu ses enfants pendant un mois. Elles ont disparu pendant un mois. À sa place, est-ce que je serais pas surprotecteur envers la dernière? Mais ce serait pas sain, on est d'accord. Mais je comprends aussi. Au début, elle est présentée vraiment comme une mère problématique et un peu toxique avec cette manie de tout contrôler. Mais dès le début, on peut comprendre pourquoi, même sans rien savoir du mystère. On se dit, elle a perdu ses enfants pendant un mois, elle les a retrouvés. C'est normal qu'elle soit un petit peu stressée. Elle a perdu son mari. Elle a quand même une vie difficile. Elle a une fille à qui elle parle plus. C'est malsain, mais c'est même sans fantastique, c'est normal quoi. Qu'elle soit comme ça. Enfin, c'est logique. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Elle est vraiment montrée comme envahissante et toxique, mais avec de bonnes raisons et un trauma à gérer. Et en fait, c'est assez équilibré pour le coup. Je suis d'accord. En fait, ça dépend de la sensibilité du lecteur, là, pour le coup. C'est marrant parce que Yumeka avait exactement la même approche, c'est-à-dire au début, Kate, putain, elle est lourde un peu. Que moi, dès le départ, je me suis dit, ouais, non, tes filles, elles ont disparu pendant un mois, surprotège. Vas-y. Surprotège le plus possible. T'en fais pas encore assez. Alors, pas à ce point-là non plus, mais ouais. Déjà, je la laisse aller au lycée, alors c'est bon, quoi. Mais il y a un dernier personnage duquel on a... Enfin, il y a plus de personnages, hein, le livre a plus de 5 ou 6 personnages, mais Myst va parler du dernier personnage vraiment chouette, j'ai envie de dire, de ce livre, et c'est Taylor. Ou Tyler? C'est Taylor, hein. Eh ben, je me posais exactement la même question, figure-toi, c'est Taylor. Attends, je vais regarder. Ouais, moi je pensais que c'était Taylor, parce que dans le livre audio, elle le prononçait comme ça, du coup j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ça s'écrivait pas comme ça. Ah non, c'est Tyler. Donc Taylor, c'est le petit ami, peut-être fiancé, je sais plus, de Grey. Il est mannequin comme elle. Iris et Vivi l'ont jamais rencontré au début du livre. Elles savent juste qui c'est parce que je crois qu'elles ont vu des photos. Et donc quand elles commencent à faire des recherches, elles vont le voir pour cette raison. La première impression qu'on a de lui, je trouve, c'est que déjà il est pas agréable, il est pas sympa. Moi j'ai eu l'impression qu'on le présentait un peu comme Grey mais au masculin quoi. Du même monde, un peu lointain et tout. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est peut-être pas justifié. C'est pas que c'est pas justifié, si je peux me permettre d'apporter une nuance. Alors, dans une certaine mesure, oui, mais Grey, elle a une dimension de mystère, tu sais, un peu ésotérique, un peu, tu sais, elle a une vraie identité artistique, que Tyler est plus présenté comme un gros con.
au début. Oui, et puis trouve. un gros conte du milieu, Oui, avec ça, ce que ça comporte d'artificialité, Ouais. de paraître et tout ça, c'est Mm. surtout de ce côté-là que je voulais dire. Je me rappelle plus s'il est décrit physiquement, mais en tout cas, il dit de lui-même qu'il est scandaleusement beau. Donc il est plutôt prétentieux. Enfin, il apparaît assez prétentieux, capricieux, un peu hautain, assez désagréable, pas forcément hyper malin non plus. Dès qu'on le voit, on comprend que ça fait longtemps qu'il a plus vu Grey. Et en fait, c'est un personnage qu'on s'attendait pas forcément à suivre et qui finalement, sans dévoiler l'intrigue, reste dans l'histoire, suit l'enquête et le mystère. Et donc du coup, on passe du temps avec lui. Il a un côté agaçant, mais je trouve qu'il est pas détestable non plus au début. On comprend assez vite que c'est un peu un masque. Il est dans un milieu où c'est tout le paraître qui compte. On comprend que de toute façon, il joue un jeu très vite, même si on sait pas pourquoi. Je trouve il fait partie de tous les autres, enfin, comme les autres personnages, il est plutôt complexe et bien développé parce que très vite on va comprendre qu'il est plus complexe que ce qu'on pensait. Au début il sert à rien, en plus il est assez inutile, et puis après il commence à être utile à l'histoire, Ouais, à l'enquête. J'allais dire, la transition est super bien faite d'ailleurs, entre Tyler, vraiment personnage secondaire, bon bah c'est pas par lui qu'on va apprendre quoi que ce soit, puis ah putain il est encore là lui, puis bon bah voilà, maintenant il fait partie de l'aventure, et finalement il a son arc narratif à lui, et ouais, son arc narratif est, enfin pour plusieurs membres du club, c'était un des développements les plus émouvants du livre. Oui, bah pour moi Puis j'ai pleuré. Voilà, par exemple. possiblement moi Comment aussi, dire hein. Il est touchant. Quand il essaye pas d'être un monstre de sarcasme, il est touchant. Oui, c'est vrai. C'est un garçon touchant et sarcastique. Voilà, ce qui le rend quand même agaçant mais sympathique. On apprend, et c'est de ça dont parle Lynx, je pense, on apprend à un moment donné quelque chose d'important sur lui, sur son histoire, en gros un trauma non résolu, et ça amène un point essentiel de la compréhension non seulement de sa personnalité, parce qu'on comprend beaucoup de choses sur lui, beaucoup de choses sur comment il est, et en même temps une révélation sur les règles de l'univers, sur l'intrigue, sur l'enquête en fait. Donc c'est un point clé à la fois pour comprendre le personnage et pour comprendre le livre, l'enquête, l'histoire et tout ça. Donc c'est un moment qui est important à plusieurs niveaux. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a marqué tout le monde. Et c'est à travers Tyler qu'on l'a. Donc c'est pour ça aussi que c'est un personnage qui est important et qui est Ouais, qui est touchant. vraiment très très chouette. Autant Kate, enfin je dis Kate, mais vraiment Iris, Vivi, même Grey alors qu'elle est pas là, et Kate, ce sont les personnages que d'entrée de jeu tu te dis waouh, ces personnages-là sont cool. Iris moins, Iris faut passer l'a priori, bon c'est l'héroïne de Young Adult, d'accord. Et Tyler, ça finit par devenir un des personnages les plus importants du livre, très progressivement, et enfin là c'est très bien fait. Il y a un autre truc qu'on peut noter sur Tyler. Il rejoue avec son sarcasme et tout, mais en vrai, il apporte un peu de comic relief. Oui. C'est le seul à apporter un petit peu d'humour dans le livre, notamment dans ses échanges de pics. Et c'est aussi le seul à être terre à terre et à pas sauter à être de pied dans le mystère, quoi. Je trouve qu'il permet de raccrocher beaucoup à l'histoire. Oui. Ouais. Alors les pics, ça va être au goût de chacun. Parce que Oui, ça va être au goût de chacun, mais bon. Je sais pas si c'est dans le club ou ailleurs. Non, je crois que c'est une critique sur Goodreads où j'avais lu, je sais plus, mais globalement, vous savez que vous n'êtes pas obligé de vous faire des répliques sarcastiques à la Marvel pour avoir des dialogues qui sonnent vrais. Hein. Vous pouvez aussi parler normalement. Et je me dis ouais, bon, voilà, c'est ce genre de truc, ça peut ne pas plaire. Moi, effectivement, je suis plutôt d'accord que c'était rigolo, et puis ça apportait un peu d'humanité dans la caractérisation des personnages. Oui, puis il y a que lui qui est comme ça, c'est pas tout le monde, Oui. donc ça va, ça passe. C'est sa caractérisation à lui, c'est un peu différent que si c'est tout le temps dès qu'il y a une scène un peu dure, tu mets ça, ça peut être fatigant. Lui, il est comme ça. Tu comprends aussi pourquoi assez vite, donc. Ouais. Ah, Vivi est un donc peu comme ça passe, aussi. quoi. Oui, moi je l'aime trop Vivi, mais. Vivi, ça m'a moins fait cet effet. J'ai plus vu deux sœurs complices qui se jettent des pics. Ça m'a plus rappelé une relation de sœurs qui s'entendent bien que vraiment le côté il faut mettre un comic relief. Et je D'accord. trouvais que dans la caractérisation des deux filles, ça marchait bien. Ouais, il y a une nuance, c'est vrai. Et je trouve aussi que c'est aussi sympa d'avoir Taylor qui est là comme contrepoint masculin aussi dans l'histoire, même si c'est pas grave s'il y a aucun personnage masculin dans une histoire, hein, mais c'est bien aussi d'avoir ce côté-là. En fait, il sert de contrepoint sur beaucoup d'aspects, je trouve. Et donc c'est sympa aussi d'avoir un autre personnage qui est pas les trois sœurs, qui est en dehors de la famille et qui est masculin. C'est marrant, j'avais même pas fait gaffe que du coup il y avait pas de personnage masculin à part lui.
Ça m'avait complètement échappé. Donc voilà, donc ça c'était quelques personnages du roman, mais globalement je pense que je parle au nom de tout le club pour dire qu'on a tous entre vraiment bien aimé et adoré, et c'est grâce à plusieurs points forts, et je vais laisser la parole à Ellie pour ce qui est d'après moi le gros point fort du livre, l'ambiance. Ah ben, je vais partir en disant je suis complètement d'accord avec toi, c'est le gros point fort pour moi, c'est le truc qui fait que je suis rentrée dedans et que j'ai tenu jusqu'au bout et que j'étais bien dans le livre. Non, c'est vrai, l'ambiance était bien. Alors moi déjà j'ai eu un livre audio, donc ça change un petit peu la façon de consommer le média, et faut savoir que la personne qui le lit a une voix qui se prête extrêmement bien au personnage et à l'histoire, et que sa façon de lire rajoute encore une couche d'ambiance. On est vraiment englobé dedans. Donc je sais pas comment c'est écrit, mais à l'audio, j'étais vraiment dans une bulle. Et ensuite, vraiment en termes d'écriture, on donne le ton très tôt et très progressif. Dès le début, passé la partie où Iris est une adolescente pas comme les autres, on arrive vraiment dans quelque chose où les sens sont omniprésents. En particulier l'odeur. On a vraiment toujours un lexique des odeurs, souvent les mêmes qui reviennent. Ça tourne beaucoup autour du bois humide et du feu. C'est vraiment des odeurs qui reviennent toujours. On a ces odeurs-là et on a vraiment une notion de joli macabre qui pendant une grosse partie du livre est là. Ça reste pas forcément joli tout le long, mais tout ce début, c'est mélangé entre la beauté des produits de grès et cette odeur de feu et de bois mouillé et de vieilles forêts mortes qui dérange Iris alors que tout le monde trouve que ça sent bon. Il y a beaucoup de réminiscences par la mémoire olfactive. On voit bien qu'elle se souvient pas des choses, mais les odeurs déclenchent des malaises, des sensations, et ça amène beaucoup dans l'ambiance un peu mystérieuse, un peu ésotérique. Et en même temps, on est très ancré dans le réel pendant une grosse partie. En dehors de quelques éléments, on est dans une vie contemporaine basique. Le fait que Grey ait commercialisé un parfum qui ait ces odeurs-là, ça fait vraiment, voilà, c'est un parfum. C'est pas une vague ambiance de quelque chose. Non, c'est un parfum, tu peux l'acheter. C'est ça, c'est réel, ça existe, c'est là, c'est tangible. Et en même temps, c'est complètement mystique. Ouais. Et oui, il y a beaucoup les odeurs. Après, l'ambiance va passer aussi, je trouve, par quelques notions, entre guillemets, visuelles. On va avoir une grosse présence de plantes, notamment des fleurs qui poussent à des endroits incongrus. Dès le début, on peut voir qu'il y a des fleurs qui poussent dans les yeux d'une photo, qui est un petit peu étrange, surtout que c'est pas n'importe quel type de fleur. On est dans le fantastique très très vite, hein. Il y a aucune ambiguïté. Oui, c'est ça, c'est très, mais justement, pour moi, il y avait vraiment, sur disons, le premier tiers, il y avait vraiment plus une notion de fantastique que de fantaisie. Oui. Il y avait vraiment ce côté contemporain, réaliste, et dedans, des éléments qui ont rien à faire là, et qui sont très mystiques. Et franchement, l'ambiance passait très très bien pour ça. En vrai, énormément de l'ambiance tourne autour des descriptions et actions de Grey, notamment sa passion pour les cachettes. Ouais. Que ce soit dans ses lignes de couture où elle cache des choses, dans les coutures, des vêtements, des parfums, des petits mots, mais même dans sa chambre c'est une chasse au trésor, sa chambre. Des choses cachées dans des lattes, enfin, ça joue beaucoup. Elle porte une grosse partie de l'ambiance. On voit bien les choses sont jamais ce qu'elles semblent être. On va trouver un bel appartement art déco et on va en trouver un autre qui est pas art déco. J'allais dire qu'il est pas du tout. Du tout. Plutôt ambiance odeur de cadavre en putréfaction et bois chaud. C'est différent. Et ce que je trouve très bien fait, moi, à ce niveau-là, c'est toute la dimension de la sorcière. Il y a l'occulte, il y a prendre des éléments naturels et les détourner pour leur donner une intention, qui peut être bienveillante, mais qui peut aussi ne pas l'être. Toute cette dimension de la sorcière, qui est vraiment j'ai pas envie de dire le cœur, mais l'identité du livre. Dans le shorts où j'en parle, je dis qu'il y a ça m'évoque un peu de Charmed, et il y a un peu ça, il y a le côté, le côté urbain, et en même temps dégueu, moisi, décomposition, quoi. Et trop. Moi, je suis carrément d'accord. Et je trouve que l'ambiance a été extrêmement bien construite. Oui, je trouve aussi. Et ça peut être autant par comme je disais, du vocabulaire, des odeurs, etc. Mais il y a aussi des scènes très spécifiques. Elles ont un élément qui est donné dès le début, qui les lie, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les trois une cicatrice au niveau de la gorge. Et qu'on sait dès le début que sa cicatrice est arrivée à leur retour. Et on ne sait pas ce que c'est. Et ça revient souvent dans les paroles, dans les réflexions. Donc, c'est souligné qu'il y a quelque chose d'important dessus et que c'est vraiment bizarre. Il y a toute une scène à un moment du livre où la cicatrice d'un des personnages la graffe
Ouais, c'est bon, et qu'elle voit que ça bouge et qu'elle commence à paniquer et donc elle perce la cicatrice pour faire sortir ce qui boursoufle en dessous et à ce moment-là sortent des choses qui n'ont rien à faire là avec L'air. Enfin, voilà. Et ça, pour moi, c'était un gros point d'égout et ça marchait très bien dans l'ambiance niveau. Mais pour ça se passe. C'est dégueu. Un passage qui démange, un passage qui donne envie de se gratter, c'est absolument terrible ce passage-là. Oui, il donne envie d'une bonne douche celui-là. Oui, mais ouais, le livre donne vraiment l'impression d'avoir une substance, quoi. Il est poite et il colle au doigt. C'est ça, il colle. C'est un livre qui colle. Et d'ailleurs, je trouve que quand ils sont blessés ou qu'ils ont ce genre de problème, c'est pas comme dans certains films ou dans certains livres, j'ai reçu une balle dans la jambe, on m'a soigné, c'est bon, mes points de vie sont revenus à la normale et on n'en parle plus, quoi. Voilà, sans rien dévoiler, quand ils ont des ennuis physiques, c'est pareil, c'est concret, on a l'impression qu'il y a une réalité physique dans le livre et c'est pareil pour l'ambiance, du coup, il y a une réalité physique dans l'ambiance. Les blessures comptent. En fait, les événements ont des conséquences pour de vrai. Ça glisse pas comme ça. Et les objets ont un poids. Ouais. Ça fait aussi que quand ils prennent un risque physique, on s'inquiète. Mais il y a un moment où Iris veut prendre un risque. J'ai vraiment eu peur. C'était pas en mode c'est bon, elle ira bien dans 3 pages, on n'en parle plus. Je me suis vraiment dit là, elle se met en danger. Ok. A-t-on fini sur l'ambiance ? Je pense qu'on a l'idée générale. Hein. On voit bien que souvent c'est sale. C'est sale, ça sent mauvais. Et puis. C'est sale mais poétique, je trouve. Oui, complètement. Mais en fait, tout ce qui est végétal plus feu, enfin, c'est complètement les sorcières. J'ai même mis du temps à me rendre compte que c'était censé sentir mauvais parce que l'odeur de terre, l'odeur de bois et l'odeur de feu, c'est des odeurs que j'adore. Bah oui. Du coup, j'ai mis du temps à comprendre que c'était censé être une mauvaise odeur. Ouais, moi, c'est quand ils ont mélangé, voilà. Décomposition, je me suis dit, bon, d'accord, non, là ça pue. Là d'accord. Heimdall, est-ce qu'il serait pas temps de parler de tout ce qui est mystère de l'intrigue dans ce livre, qui est pour moi le deuxième gros point fort. Parce qu'au départ, je pensais que le livre allait m'avoir juste avec l'ambiance, mais l'intrigue m'a aussi accroché très très fort personnellement. Oui, le mystère qui est aussi un gros point fort du livre, qui est bien lié à l'ambiance aussi, puisqu'il y a à la fois un mystère un peu plus trivial, un peu quasiment policier, où est Grey, pourquoi elle a disparu, et il y a un mystère qui relève plus du fantastique, qui est à la fois ce qui est arrivé aux sœurs Hollow quand elles ont disparu petites, et où est qui est l'homme à la tête de taureau qui apparaît à Iris au début du roman. Et toutes ces questions-là, on se doute qu'elles sont liées, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et plus on avance, plus on a des éléments de réponse à ces questions, plus ça engendre de nouvelles questions sur les sœurs Hollow. Et le rythme fonctionne bien, on commence doucement, avec juste des questions sur ce qui s'est passé dans leur passé, et peu à peu l'enquête prend de la vitesse. Ce qui marche aussi très bien, c'est qu'on alterne entre les indices sur Grey, sur l'homme à tête de taureau, et sur la disparition des sœurs, avec les événements du présent qui ramènent Iris à des souvenirs de choses étranges dans leur passé, et où elle commence à se dire que ouais, ça c'était peut-être pas tout à fait normal. Effectivement, il y a plusieurs sources de questionnement et plusieurs sources d'intrigue, et elles sont toutes liées, et on se rend compte du lien très tard. Ouais, la résolution vient très tard, ça vient dans la poignée de derniers chapitres. Ça finit très fort, très vite, mais aussi de manière plutôt satisfaisante. Il y a quelques points de frustration, mais on se rend compte que tout ce qui est amené au début est justifié, qu'il y a des raisons à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui a été amené au début. Tu dis tout ce qui s'est passé au début, non, pas tout. Presque on y reviendra. Une bonne partie de ce qui s'est passé au début. Il y a des points d'ombre, mais on en reparlera. Après, l'intrigue est très bien conçue quand même parce que j'ai rien vu venir comme ça, c'est tombé de absolument nulle part. C'est ce qui arrive à la fin, il y a une raison pour laquelle ça arrive. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé qui est un plot twist pour le plaisir de faire un plot twist. Pour autant, c'est pas du tout prévisible, parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un du club qui l'ait lu et qui ait tout deviné avant la fin. On a tous vu certaines choses, compris certaines références, deviné des éléments, mais le mystère est suffisamment épais et solide pour qu'il y ait toujours quelque chose qui prenne au dépourvu. Ouais, et effectivement, pour moi, ça, c'est vraiment la force du mystère de ce livre-là. C'est que tu vois venir une partie, mais c'est bien que tu vois venir une partie des réponses, parce que si la réponse tombe de nulle part, ça va te décevoir. Mais si tu vois venir une partie de la réponse et qu'il y a quand même une grosse partie que t'as
pas du tout anticipé. C'est banco, c'est ce qu'il faut essayer de viser, et je trouve qu'il accomplit ça très bien. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans le club, plusieurs membres donnaient leurs pronostics au fur et à mesure, moi inclus, parce que c'est quelque chose que je fais rarement, mais là je me suis prêté au jeu, et on pouvait voir que la plupart voyaient venir certains éléments, mais pas l'essentiel. Ce qui fait que pour moi qui aime bien relire les livres aussi, la relecture que j'ai faite pour préparer cette discussion a été super agréable parce que je voyais des indices qui ont été laissés, soit des trucs que j'avais pas vus dans l'intrigue, soit des choses qui ont été laissées par l'auteur au profit du lecteur et qui d'un coup ont du sens. Le nom de famille des filles, le nom du club de Gray et Tyler, le livre qu'Iris lit en cours d'anglais. C'est dommage, il y en a quelques-uns qui se perdent à la traduction, mais il y a plein de petits jeux, plein de petits indices laissés qui sont bien exécutés. Tu vois, ça me parle même pas, mais je veux pas trouver le temps de le relire, c'est dommage, mais je te crois. Écoute-le en audio, sinon. J'aimerais avoir le temps, faudrait que je fasse des gros trajets en voiture pour ça. Il y a des trucs qu'on peut voir venir de loin, et il y a des trucs qu'on n'a pas envie de voir venir. Moi, je fais pas trop d'essayer de deviner à l'avance, mais il y a des trucs, quand tu les vois venir, tu dis non, pas du tout. Sur l'intrigue et sur les révélations et tout. Ouais, là, du coup, on peut pas spoiler. Je pense que je vois de quoi tu parles. Oui, pareil, il y en a un où jusqu'à la dernière seconde, j'avais décidé de pas être d'accord et de pas y croire jusqu'à ce que j'ai pas le choix. C'est ça, moi c'est pareil. Sur la notion de mystère, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi et qui beaucoup rejoint la notion d'ambiance. Elle sème quelques fausses pistes qui entrent dans l'ambiance, notamment sur les recherches de ce que pourrait être, que les personnages font des recherches de ce que ça pourrait être, les réponses à leur mystère. Et en fait, il y a plein de réponses possibles et on en voit réfléchir un petit peu à autre chose sur des notions qui entrent en plus dans l'ambiance un peu mystique, un peu tout ça. Ouais, non, d'une façon générale, c'est super bien mené, ouais. Moins bien mené, là, on va finir sur 2 points qui sont un peu plus mitigés, en tout cas au sein du club. On va voir comment c'est pour nous 4. Myst va nous parler de tout ce qui est féminisme dans ce roman. Donc ouais, là, c'est un point qui a été mitigé dans le club. Bon, j'espère que vous avez des choses à y ajouter parce que... En fait, assez peu, et c'est précisément en partie le problème. Oui, alors, je vais commencer et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Déjà, je trouve que c'est un livre young adulte, on le rappelle, mais c'est important, je trouve, sur le sujet du féminisme, qui est pas une romance, du young adulte orienté un peu fille, mais qui n'est pas une romance. Il y a peu d'éléments de romance dedans. Je trouve que déjà, c'est agréable. On peut faire des romances féministes, hein, c'est pas le propos, mais voilà, je trouve que c'est quand même plus intelligent que beaucoup de choses vis-à-vis de ça. Ouais, ça montre que c'est pas une fatalité, effectivement, c'est cool. En plus, comme je l'ai déjà dit, comme on l'a déjà dit beaucoup tous, c'est des personnages qui sont quand même complexes et bien caractérisés, et je trouve que le féminisme, quand on le voit, il est pas facile ou bête dans un sens, c'est pas juste des héroïnes badass parce qu'il faut mettre des héroïnes badass comme on faisait plus dans les années 90, c'est pas des trucs vraiment bateaux et on a coché la case du féminisme parce que maintenant ça se fait et voilà quoi. Ça c'est le bon côté. Je trouve que justement, on parlait de la figure de la sorcière, Lynx t'en parlais tout à l'heure, qui traverse le livre, la thématique de la sorcière traverse tout le livre sans jamais être vraiment complètement le sujet, sans jamais vraiment qu'on dise le mot, il me semble. Mais en tout cas, il y a tout cet imaginaire, il y a 3 sœurs, alors ça fait penser à Charmed aussi à cause de ça, mais pas seulement, je crois que dans les histoires de sorcières, il y a souvent 3 sœurs en fait, c'est pas que dans Charmed. Il me semble que chez Shakespeare, elles sont 3 aussi les sorcières, non ? C'est possible, on peut penser à Hocus Pocus aussi, enfin, je crois que 3 sœurs, c'est vraiment un truc important il me semble, dans l'image de la sorcière. Oui, de manière générale, en magie, la Trinité, c'est quelque chose de très important qu'on retrouve notamment dans une des figures principales, Hécatis, qui est les 3 aspects de la femme en même temps. Donc oui, on fait souvent les choses par 3. Oui. Mais comme Lynx, on fait par 3 et par 20. Voilà. Ça, je suis un sorcier, je suis démasqué. Tu es un sorcier, Lynx. Du coup, la figure de la sorcière qui, aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques années ou quelques décennies, je saurais pas dire exactement, mais c'est une sorcière la sorcière est une figure féministe. En plus, les deux marchent bien ensemble dans le livre, je trouve. C'est un des aspects qui est plutôt féministe. Je dirais quand même que c'est un livre qui est plutôt féministe. Je trouve qu'il y a des côtés qui sont discutables, mais ça vient du fait que les personnages sont complexes. Donc,
moi, je trouve pas ça antinomique. Iris, c'est celle par qui on suit l'histoire. Au début, elle est un peu passive, on a un peu envie de la secouer, ça peut paraître contradictoire avec le féminisme, mais d'un autre côté, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas en mode les femmes, ces êtres purs et innocents et parfaits, qui donc c'est du féminisme parce que les femmes, elles ont aucun défaut, ni la fille badass trop forte qui a une épée, elles ont toutes des défauts, elles sont toutes pas des figures parfaites de féminisme aussi. Je trouve pas que ce soit un problème, mais c'est vrai que du coup, elles peuvent être aussi détestables, les sœurs, donc... Moi, il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'elles gèrent, les trois sœurs gèrent leur féminité d'une façon très différente. Et en fait, féminité, je dis féminité, mais c'est juste, enfin, en fait, c'est leur espèce de super pouvoir. Très tôt, c'est mis en place qu'elles ont des pouvoirs paranormaux, notamment un pouvoir d'hypnose, un pouvoir de suggestion très, hypnotique, quoi. Et ce pouvoir, voilà, est une allégorie de la féminité. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que Grey s'en sert pour dominer, vraiment, c'est-à-dire pour soumettre. Vivi s'en sert pour avoir du fun, quoi, pour s'éclater. Et Iris, elle, je disais plutôt, elle subit son pouvoir, c'est-à-dire sa féminité, son pouvoir d'hypnose. Quand il se déclenche, c'est malgré elle. Il y a un passage dans le livre où son pouvoir fait que un homme a du mal à se contrôler. Bon, bref, on comprend ce qui est sur le point de se passer. Elle est sauvée par Grey. D'ailleurs, on n'a pas parlé de trigger warning, mais il y a une membre du club qui a pas pu lire le livre parce que, voilà, elle aurait bien aimé avoir un trigger warning avant. Pour moi, étant donné que l'acte est court-circuité, c'est pas... mais bon, c'est vrai que ça, voilà, la sensibilité de chacun, c'est la sensibilité de chacun, donc voilà, il y a ça il y a cette scène-là dans le livre, mais Iris n'est pas consciente et ne contrôle absolument pas est-ce que c'est parce qu'elle ne veut pas parce qu'elle sait qu'elle veut pas l'accepter, je sais pas. En tout cas, la question est intéressante et la question est posée, c'est-à-dire oui. Le pouvoir de la féminité, mais cette féminité, il y a quand même la protagoniste qui en est plus victime qu'autre chose. Du passage dont Lynx parlait, moi ce qui m'a un peu dérangé dans cette scène-là, c'est que quand Grey vient au secours d'Iris, ce qu'elle lui dit, c'est qu'elle est faible. Sa réaction, c'était une réaction de faiblesse. Et je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est vraiment être considéré comme faible de ne pas vouloir exploiter son pouvoir comme ses sœurs le font ? J'allais venir, un point qui est discutable par rapport, vis-à-vis du féminisme, c'est qu'on peut y voir du victim blaming à un moment donné, mais je pense que c'est absolument pas le propos du livre, et je pense que le pouvoir des sœurs, qui ont un rapport différent à leur pouvoir, et donc leur rapport à leur séduction, en fait, on peut voir ça, le rapport à la séduction, le rapport à leur corps, le rapport à la sexualité, il est très différent chez les trois sœurs, et justement, il est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un pouvoir sur les hommes, ce qui a un côté un peu qu'on pourrait qualifier de misogyne, le côté la séduction, c'est un pouvoir de manipulation, et c'est aussi un pouvoir qu'elles ont, c'est un pouvoir en quand même, ça peut être menaçant parce que dans le cas d'Iris, ça la met en danger. Moi, j'ai pas l'impression que dans cette scène, on soit du côté de Grey ou que... Moi, ça m'a dérangé aussi, mais je pense pas que le propos du livre, ce soit Grey a raison. Dès le départ, Grey est présentée comme un personnage qui a une part sombre. On ne sait pas à quel point elle a une part sombre. Ça devient de plus en plus clair au fur et à mesure du livre. Mais à ce moment-là, je pense qu'on est plus censé être du côté ou en empathie avec Iris. Et là, c'est problématique pour une autre raison. Iris qui, elle, va protéger, entre gros guillemets, son agresseur. Grey a l'intention de le punir, quelque chose de concret. Iris dit attends, moins, calme-toi, un tout petit peu. Après, dans les faits, je trouve pas ça mal parce que beaucoup de victimes de ce genre de choses ont une tendance à se blâmer elles-mêmes. Et effectivement, elles sont pas toutes dehors avec des fourches à vouloir tuer l'homme. C'est bien souvent un peu plus nuancé que ça. Et en fait, je pense que le livre se place entre les deux. Il est là pour caractériser Grey et dire elle est dans l'extrême de la vengeance, du contrôle et tout. Iris, comme elle a aucune confiance en elle et qu'elle subit son truc, elle est à tout s'accuser. La vérité est quelque part au milieu. Et je pense que le livre se place plus au milieu. Ouais. Je trouve que le livre est très intelligent vis-à-vis du féminisme justement pour ça, parce qu'il donne pas des grosses thèses tranchées en disant en fait c'est des problématiques compliquées, potentiellement tu gagnes jamais parce que quelle que soit la façon dont tu utilises ton pouvoir, en fait t'as toujours tort. Il y a plein de pistes de réflexion, ça prend pas les lecteurs pour des idiots, ça te dit pas quoi penser aussi, donc forcément du coup ça a ses limites aussi en termes de féminisme, mais
Mais je trouve que c'est intelligent du coup. En fait, le féminisme est très bien placé dans le roman parce que c'est pas vraiment le sujet, c'est-à-dire qu'il est là, il est abordé, mais c'est pas ce dont il est question. Donc voilà, j'allais dire, il reste à sa place. Il reste à la place d'une question qui est posée et l'autrice ne donne pas de réponse. Après, je voudrais juste, tout à l'heure, je sais plus qui disait par rapport au pouvoir que ça agissait sur les hommes. Je voulais juste préciser que c'est pas le cas, ça agit sur tout le monde. La première fois que ça arrive à Iris, c'est pas un homme, et Vi, c'est pas des hommes non plus. C'est vraiment la séduction en général, c'est pas femme contre homme, c'est général. Oui. C'est un point important en plus parce que, bon, je vais le dire, je pense pas que ce soit un gros spoil. En plus, elles ont toutes une sexualité différente, c'est-à-dire qu'on s'est dit tel quel que la sœur aînée, elle est hétéro, que Vivi, elle est lesbienne et que elle n'utilise pas le mot bisexuel pour elle-même, Iris, mais elle dit qu'elle est attirée par les deux. Donc, il y a aussi cette façon peut-être on peut supposer que leur façon d'utiliser leur pouvoir de séduction, elle est forcément différente puisqu'elles essayent pas d'attirer les mêmes personnes non plus. Mais il y a un autre point qui a plus frustré un certain nombre de membres du club, dont moi, c'est le fait que quelques questions soulevées par le livre n'ont pas de réponse. Et en fait, le truc moi qui me sidère un peu, c'est que en lisant l'épilogue, je me dis ouais bon d'accord ok, on aura les réponses dans la suite, pas de problème. Et après, en lisant une conversation entre je sais plus qui dans le club du coin lecture, j'apprends qu'il y a pas de suite de prévu, c'est-à-dire que peut-être il y en aura une, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et je me dis quoi ? Le livre se finit en cliffhanger qu'il en peut plus. Bien sûr qu'il y a une suite de prévu. Et du coup, par contre là, ça me sidère vraiment que. Alors c'est très délicat de donner des exemples, mais par exemple le fait dont on a déjà parlé, le fait que les sœurs Holo aient des cheveux blancs ou des yeux noirs, c'est justifié. Voilà, il y a la réponse. Mais il y a d'autres questions que je peux absolument pas évoquer parce que là du coup ça spoil très très fort. Si, ça je peux en parler. À un moment donné, l'homme à tête de taureau, on explique qu'il a des alliés. Il y a une scène qui se passe dans un hôpital où le Minotaure, le Minotaure, moi je parle de Minotaure, l'homme à tête de taureau, un homme à tête de taureau c'est un Minotaure. Bref, ce personnage-là, c'est clairement dit qu'il a des alliés qui l'aident à essayer de récupérer les frangines. C'est qui ? C'est qui ? Comment il les a convaincus ? En fait, quand t'as les réponses sur qui est l'homme à tête de taureau et pourquoi il fait ce qu'il fait, tu te dis ouais mais alors là vous m'avez pas du tout expliqué le coup des alliés par contre. C'est pas cohérent du tout. Je vais le dire de la façon la plus nébuleuse possible, mais il y a des personnages qui sont très importants dans le livre. On ne sait pas à terme qui sont ces personnages. Je pense que si je le dis comme ça, c'est suffisamment nébuleux. Il y a 3 personnages qui sont très importants dans le livre, qui ne sont pas Iris, Vivi et Grey, qui sont un autre trio très important dans le livre. Jamais on apprend qui sont ces personnages. Et pour moi, s'il n'y a pas de suite de prévu, il y a un sacré goût d'inachevé, là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux soulever sans spoiler ? Oui, j'ai écrit, j'ai bien fait de prendre des notes avant le truc. J'ai écrit, à un moment donné, dans un fameux appartement, il y a une scène impliquant un élément qui soulève un certain nombre de questions, et la plupart de ces questions ne trouveront pas de réponse. En fait, c'est ça mon problème. C'est que il y a beaucoup d'éléments dont on peut se dire, tu sais, on peut avoir des théories qui sont convaincantes, mais surtout un livre avec un suspense, avec une intrigue de thriller, quoi, une intrigue à la fin, il y a des réponses, devrait pas se terminer sur cette théorie-là se tient très bien. Ça devrait être soit c'est vrai, soit c'est faux, et si c'est faux, c'est parce que, hop, telle autre chose était vraie. Ça, plus... Mais alors là, par contre, ça, c'est plus une question de goût de chacun, c'est qu'il y a 2 personnages dont l'arc est laissé ouvert. Et là, c'était au goût de chacun. Il y a des membres du club qui n'ont pas aimé, des membres du club qui disent « Non, mais c'est très bien que ça finisse comme ça ». Il y a notamment le gros antagoniste, sa fin est très ouverte. Et côté protagoniste, il y a aussi un personnage dont la fin est très ouverte. Alors, du coup, soit on prend l'approche fin ouverte, ça veut dire qu'on peut imaginer la fin qu'on veut, donc c'est bien. Soit on prend l'approche ouais mais non, tu nous avais dit, enfin le deal c'est qu'on aurait des réponses, et là il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, c'est frustrant. Et moi je sais que je fais partie de la deuxième équipe en mode j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, là à la fin il y a une frustration quand même. Mais en plus il y a la fin qui est ouverte pour ces deux personnages dont tu parles, mais ça aurait pu s'arrêter là et moi ça me satisfait on va dire, mais après elle est encore plus ouverte parce qu'il y a un épilogue qui ouvre vachement sur un tome 2 qui est pas prévu, même pas parce que l'éditeur en veut pas, mais parce que l'autrice est pas sûre de l'écrire quoi, le tome 2. Moi aussi, ça c'est bizarre. Ça m'a frustré. En fait, l'épilogue, pour les gens qui regardent la vidéo, l'épilogue est vraiment en mode fin de Green Lantern ou qu'est-ce qu'il y a comme film qui se termine en disant voilà, il y aura forcément un tome 2 et c'est même pas une question parce qu'on a lancé
lancer un truc qui... C'est une scène post-générique. Ouais, mais une scène post-générique qui c'est pas la scène post-générique des Avengers, quoi, où à la fin, il mange un grec. Non, c'est plus genre Spider-Man reviendra. Ouais, et finalement, il restait un œuf de créature. Ouais, voilà, ou Iron Man. La fin de Godzilla 96, je crois, où à la fin, on se rend compte que Godzilla a pondu plein d'œufs et que ses œufs éclosent. Et tu dis, ah merde, qu'est-ce qui va se passer? Rien, parce qu'il n'y aura pas de suite. Tu dis, ah bon bah tant pis alors. Voilà, c'est ce genre de fin où la fin appelle une suite. Et le fait de savoir que la suite est pas prévue, il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais dans l'ensemble, ça a quand même été une lecture extrêmement agréable pour moi en tout cas. Je me suis arrêté sur un A-, qui est en fait un B++. C'était déjà B, mais l'intrigue est vraiment... Enfin, c'était B parce que c'était une bonne lecture, mais l'intrigue était vraiment... Enfin, le mystère était vraiment très très chouette et toute l'ambiance était enfin, une masterclass, quoi, comme on dit quand on est jeune. Et du coup, je me suis arrêté sur un A-. Si vous deviez lui mettre une note, vous lui mettriez quoi? Ellie? Moi, j'y avais mis un A parce que je m'attendais vraiment à rien. Je m'attendais à un livre ado comme il y en a des milliers. Et en fait, j'ai été surprise. J'ai passé un super bon moment. Et je suis un lecteur facile qui s'enjaille facilement. Du coup, il a un A. D'accord, très bien. Mist? Je sais pas. Si j'avais mis une note tout de suite, j'aurais peut-être mis A. J'étais très enthousiaste pendant la lecture. Avec un peu de recul, l'enthousiasme est un peu retombé, mais je mets un solide B+, ou un A-, quoi. Enfin. D'accord. Et Amdal? Moi, c'est un A, mais presque juste pour l'ambiance, parce que c'est rare qu'il y ait un livre qui me fasse sentir autant de choses, notamment au niveau olfactif, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, c'est Lilith qui était plus dans la retenue, mais sinon je pense qu'on a tous été particulièrement conquis par ce livre dans le club d'une façon générale. Donc ouais, non, c'est une assez chaude recommandation de ma part et de la part du club d'une façon générale. Merci donc à Heimdall, à Eliatria et à Mist d'avoir animé ce Quoi Lecture avec moi. Un remerciement à mes Patreons de niveau 3 et plus pour leur soutien sur Patreon, notamment en l'occurrence The Bad Pitch, ça tombe bien, c'est elle qui nous avait suggéré ce livre, Tiermé28 qui a failli participer aujourd'hui, mais ce sera une autre fois. Kadotozi, Ameo Kami, Morgan Kemmer que vous aviez vu le mois dernier, Bonjour DDD, Salomé et Sivoni. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le Coin Lecture spécial classique. Le livre a déjà été tiré au sort, le livre du club du Coin Lecture a déjà été tiré au sort. Il s'agit de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. On se donne donc rendez-vous le mois prochain et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures et une très bonne fin de journée. Ciao!